Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cet article dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Un article qui va être très descriptif, très illustratif. Voilà, on va essayer de rappeler des choses assez simples, assez classiques, en donnant des chiffres précis, parce que c'est toujours bien d'avoir des idées de grandeur. Voilà. Alors, on va parler, vous l'avez compris dans le titre, du cannabis, des troubles de l'humeur, notamment la dépression, le trouble bipolaire, les troubles anxieux et les autres troubles psychiatriques, et de l'association statistique qui existe entre la consommation de cannabis, les troubles de l'humeur et les risques, notamment de se faire du mal, de tenter de se tuer ou de se faire du mal en général et d'avoir des événements de vie traumatiques, peut-être même de se faire tuer par exemple. Vous allez voir, on va détailler tout ça dans la vidéo. Pour rappel, il y a une playlist sur cette chaîne sur le cannabis. Le cannabis, on sait que c'est une drogue. Alors, il se trouve qu'elle est illégale, mais enfin, elle pourrait être légale, ça changerait strictement rien. C'est une drogue, au même titre que la consommation pathologique d'alcool, au même titre qu'une consommation de tabac, au même titre qu'une consommation d'héroïne, de cocaïne ou autre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va faire que la personne qui va le prendre va temporairement y trouver un bénéfice, mais qui, à long terme, va être extrêmement négatif pour elle. On peut aussi citer l'abus de sucre, notamment de sucre avec du gras. Enfin, bon, il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement toxiques pour la santé, qu'elles soient légales ou non, et qui, même si elles stimulent le circuit de la récompense, même si elles font du bien aux personnes qui les prennent au moment où ils les prennent, eh bien, à court, moyen ou long terme, sont catastrophiques pour leur santé et pour leur bien-être psychique. C'est-à-dire qu'en fait, eux qui voulaient au départ aller mieux, moins souffrir, se sentir plus détendu, plus sociable, plus ce que vous voulez en fonction des drogues, peu importe, mais plus, enfin en tout cas moins comme ils sont actuellement, eh bien au final vont se trouver pire que l'état dans lequel ils sont avant de prendre la drogue. Donc évidemment, le lien entre addictologie et psychiatrie, il est pas important, il est total. Enfin, moi, je ne fais pas de différence entre l'addictologie et la psychiatrie. Je vais me faire engueuler par les addictologues, mais enfin, c'est comme ça. Il est total. C'est-à-dire qu'une personne ne décide un jour, en allant très bien dans sa tête, de devenir toxicomane au tabac, de devenir toxicomane au cannabis, de devenir toxicomane à ce que vous voulez. C'est pas comme ça que ça marche. Les gens qui vont bien, ils n'ont pas besoin d'aller mieux, ils vont déjà bien, d'accord? Ils n'ont pas besoin de chercher une drogue, une substance psychoactive qui va leur faire temporairement se sentir bien. Bref, donc ça c'était vraiment des généralités. Mais c'est important de le rappeler, parce que souvent il y a un regard social sur les personnes qui souffrent d'une toxicomanie, qu'elle soit encore une fois légale ou non, qui est extrêmement péjorative. Alors évidemment, on a raison de ne pas trouver bien que les gens soient toxicomanes. C'est bien, c'est même plutôt... c'est de l'empathie, c'est bien, mais les juger, c'est autre chose. D'accord ? Il vaut mieux comprendre que juger, et en général, plus on comprend quelque chose, moins on juge. Bon. Donc, cette étude, c'est une étude sur 200 000 jeunes personnes, essentiellement des mineurs, ou des tout jeunes adultes, qui souffrent de troubles de l'humeur. Alors, troubles de l'humeur, c'est dépression, troubles bipolaires, autres troubles de l'humeur, évidemment avec des comorbidités fréquentes qu'on retrouve, comme le trouble anxieux, évidemment, le TDAH, évidemment, les troubles du comportement, évidemment, qui sont très fréquentes. Et en fait, cette étude, qui est une étude rétrospective, va s'intéresser aux événements de vie extrêmement indésirables, comme par exemple se faire tuer, se suicider, se faire du mal, je ne sais quoi, qui suivent les 365 jours après le diagnostic de trouble de l'humeur. D'accord ? Et ils vont essayer de voir s'il y a des différences entre ces personnes qui souffrent d'un trouble de l'humeur, entre ceux qui prennent du cannabis et ceux qui n'en prennent pas. D'accord, en essayant d'ajuster, de contrôler l'ensemble des paramètres dont on sait qu'ils peuvent impliquer, dont on sait qu'ils peuvent biaiser le résultat, évidemment. Donc il y a les chiffres bruts au départ, et puis ensuite il y a des modèles pour essayer d'ajuster, essayer de compenser ce qu'on sait qui peut créer des biais dans les résultats. Bon. C'est quelque chose de tout à fait classique dans les études rétrospectives. Alors pour les gens qui sont passionnés de science, mais qui peut-être... Bon voilà. Alors je vais vous expliquer, on ne peut pas faire... C'est pas éthique, c'est pas bien, c'est pas raisonnable, c'est pas humain, d'accord? On ne peut pas faire une étude randomisée, contrôlée en double aveugle, contre placebo, sur les effets secondaires du cannabis. C'est pas éthique, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un comprimé avec du vrai cannabis d'un côté et du faux cannabis de l'autre à des gens tirés au hasard, sans savoir ni eux ni la personne qui va évaluer qu'est-ce qu'ils prennent, parce qu'en fait, on ne va pas donner de la drogue à des gens pour rien demander. C'est pas bien, c'est pas éthique.
Effectivement, on se contentera d'une étude rétrospective bien menée avec l'ensemble des biais connus qu'on peut essayer de contrôler statistiquement. Voilà, c'est juste pour... parce que il y a des gens qui maintenant utilisent la science mais sans vraiment bien la comprendre et qui vont avoir tendance à dire « Oui, mais tant que c'est pas une étude randomisée contrôlée en double aveugle, ça n'a aucune valeur. » Ça dépend. C'est plus compliqué que ça, d'accord? Parce qu'il y a vraiment... faut comprendre, hein, il y a une volonté farouche d'une minorité, je pense, enfin, peu importe d'ailleurs, même si c'est la majorité, ça ne change rien, de personnes de vouloir rendre le cannabis comme quelque chose d'anodin, de récréatif, etc. La science dit le contraire. Moi, je veux bien débattre avec qui vous voulez sur des données scientifiques de cette histoire-là, en direct, sur YouTube, il n'y a aucun souci, du moment que la personne est compétente, hein, si c'est pour juste avoir... quelqu'un qui veut juste défendre son business, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Il y a tout un business, alors un business probablement financier aussi, parce que ça représente des sommes considérables pour cette volonté de banaliser le cannabis. Il y a peut-être des histoires politiques, mais ça, j'y connais rien, donc je ne vais pas m'en mêler. Mais voilà, quand je fais des vidéos sur le cannabis et que j'apporte des données scientifiques, je vois bien qu'il y a une quantité de pouces vers le bas qui est considérable et de commentaires. Alors, soit carrément de vendeurs, hein, des gens qui s'assument être vendeurs avec leur truc YouTube, leur vidéo YouTube qui donnent vers des liens commerciaux, enfin bon, voilà. Soit des gens qui, bon, peut-être sont un peu biaisés dans leur analyse pour diverses raisons. Et encore une fois, hein, c'est pas du tout une critique des gens qui consomment du cannabis, hein, tout comme c'est pas une critique des gens qui consomment du sucre ou du tabac ou je ne sais quoi. On essaie de comprendre ce qu'il y a. Bon, excusez-moi pour cette longue introduction. Donc, dans cette étude, ils se sont posé la question, est-ce que finalement, chez les personnes qui souffrent d'un trouble de l'humeur, qui sont déjà beaucoup plus susceptibles de consommer du cannabis, eh bien, est-ce qu'entre ceux qui en consomment et ceux qui n'en consomment pas, il y a des différences qui sont perceptibles et qui sont importantes? Alors, la réponse, évidemment, c'est oui. Alors, d'abord, juste une donnée, il y a 10% d'échantillons qui consommaient du cannabis. C'est quand même, il y a une personne sur 10 parmi les gens qui souffrent d'un trouble de l'humeur dans cet échantillon, qui est important, hein, 200 000 personnes, qui consommaient du cannabis. Donc, ce n'est pas du tout une consommation marginale. C'est énorme comme consommation. C'est vraiment 10% d'enfants et d'adolescents qui ont un comportement de toxicomanie, de drogue, de prise de drogue. Encore une fois, c'est pas négligeable. Hein. Et encore une fois, on parle de drogue parce que, pour rappel, hein, vous verrez sur la playlist sur le cannabis, ça a des conséquences de toute façon systématiques chez l'écrasante majorité des gens, négatives, notamment sur les troubles des apprentissages. Vous ne pouvez pas avoir une cognition, une pensée normale sur le cannabis, ça n'existe pas. Le cliché, peut-être un peu exagéré, du mec complètement mou du bulbe sous cannabis, il ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas une vue de l'esprit des gens. Les gens n'ont pas halluciné ça. Les gens sous cannabis ont un psychisme qui est clairement altéré. Et même chez des volontaires sains, dans des études randomisées, contrôlées sur vraiment des toutes petites périodes, vraiment, parce que là, c'est éthique et en crossover, et là, effectivement, on voit bien les différences fondamentales de fonctionnement cérébral entre les gens qui prennent du cannabis et les gens qui n'en prennent pas. C'est très clair. Entre autres, vous le savez aussi, ça augmente considérablement dans le cas d'une prise au long cours cette fois-ci, et là, une étude randomisée n'est pas possible, eh bien, ça augmente considérablement le risque de développer une schizophrénie ou un trouble délirant. C'est un problème, et notamment en corrélation avec le pourcentage de THC dans la drogue qui est consommée, et ce pourcentage n'a cessé d'augmenter dans ces 30 dernières années. C'est-à-dire que le cannabis d'aujourd'hui est encore plus concentré qu'avant en THC, qui est cette molécule psychoactive extrêmement toxique du cannabis, et donc il y a une augmentation considérable du risque de schizophrénie. Et puis on avait vu aussi, dans une interview qu'on avait fait d'un chercheur italien, qu'il y avait vraiment un rationnel scientifique solide pour penser que ça augmentait aussi le risque de suicide. D'accord? C'est quand même pas tout à fait un détail. Bon. Donc, est-ce que oui ou non, on revient à cette question, il y a une augmentation du risque entre les gens
qui souffrent d'une dépression ou d'un trouble de l'humeur et qui prennent du cannabis et ceux qui n'en prennent pas, eh ben, oui, évidemment, vous vous en doutiez. Alors, je vais vous donner les chiffres corrigés après ajustement statistique, puisque, encore une fois, c'est quand même extrêmement pertinent dans quelque chose qui est extrêmement plurifactoriel comme la consommation de cannabis, mais aussi les troubles de l'humeur. Ben, c'est très important d'ajuster les différents biais possibles qui peuvent expliquer une surexposition à certains risques. Donc, je vais vous donner uniquement les chiffres ajustés. Alors d'abord, la première chose, c'est que plus on est âgé, plus on a une augmentation de la consommation de cannabis. Le pourcentage de la population concernée est élevé. Alors, évidemment, entre le groupe 10 et 13 ans et le groupe 19-24, le groupe 19-24 a 11 fois plus de personnes qui consomment du cannabis. C'est logique. Bon. Fort heureusement, la consommation de cannabis n'est pas encore à partir de 4 ans. On ne sait pas si ça ne serait tardé ou pas. On remarque aussi que les hommes sont plus concernés que les femmes par la consommation de cannabis. D'accord ? On remarque aussi que dans la partie ethnique, vous savez que aux États-Unis, les statistiques ethniques sont autorisées. Et donc, concernant l'ethnicité, il y a un groupe qui très nettement consomme plus de cannabis, c'est les Noirs américains. Voilà. C'est comme ça, y compris après ajustement. Il y a aussi le groupe missing, c'est-à-dire dont on n'a pas l'information d'ethnicité, qui est aussi en surreprésentation. D'accord ? Ensuite, concernant d'autres paramètres très généraux, ce qu'on voit, c'est que les personnes ayant un certain niveau de handicap consomment en général plutôt moins de cannabis que les autres, probablement parce qu'ils y ont moins socialement accès. Enfin, il y a plein de raisons qu'on peut imaginer, mais on voit que cette catégorie de personnes consomme moins de cannabis que les autres, environ 40% de moins que d'autres groupes. D'accord ? Que les personnes notamment qui n'ont pas ce handicap, notamment cet handicap mental. Les personnes en ruralité consomment moins de cannabis que les personnes qui sont en ville, dans l'ordre de 20%. Les gens en ville consomment 20% de plus de cannabis que les personnes à la campagne, donc ça aussi c'est un résultat qui est intéressant. Concernant les diagnostics de troubles de l'humeur qu'on trouve chez les personnes qui consomment du cannabis, on remarque que les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire et d'autres troubles non dépressifs classiques consomment plus de cannabis que les gens qui ont simplement une dépression. C'est-à-dire que dans l'ensemble des troubles psychiatriques qui existent dans cette population, ceux entre guillemets qui en consomment le moins, mais encore beaucoup, c'est les dépressifs. Et par rapport aux dépressifs, si la référence est dépressif, les personnes avec un trouble bipolaire ou avec un autre trouble psychiatrique que la dépression consomment entre 20 et 25% de cannabis, l'échantillon est 20 à 25% plus exposé au cannabis. Concernant les comorbidités psychiatriques, concernant les troubles anxieux, ça ne change pas fondamentalement les choses. Il y a une chose qui ressort évidemment, c'est les troubles des conduites. Les troubles des conduites, ceux qui ont ce diagnostic-là, cette comorbidité-là, consomment nettement plus de cannabis que les autres. C'était attendu. On sait que la population qui consomme du cannabis, en général, c'est associé statistiquement à plus de troubles du comportement, plus notamment d'hétéroagressivité. Concernant aussi évidemment un truc extrêmement attendu, c'est l'abus de substances en général autre que le cannabis, c'est-à-dire que la polytoxicomanie, et là évidemment on multiplie par quasiment 3 chez les consommateurs de cannabis le risque de polytoxicomanie. C'est pareil, c'est très 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 attendu. Non pas que le cannabis soit forcément un tremplin vers d'autres drogues qui seraient soi-disant plus dures, mais malheureusement, en fait, si on consomme du cannabis, c'est qu'on a une propension à en avoir, entre guillemets, besoin, à tort, mais besoin, c'est-à-dire se sentir extrêmement mal, et à aller chercher des substances psychoactives. On a cette propension à aller le faire pour essayer d'aller moins mal. Et donc le cannabis est une des drogues disponibles, tout comme on pourrait imaginer qu'il y a plein de marques de gâteaux différents et que quand je vais très mal, je vais aller manger plein de marques de gâteaux différents. Le cannabis, c'est une des drogues disponibles. Alors je caricature, mais c'est pour essayer de vous donner l'idée. Voilà, donc ça c'était dans les résultats intéressants. Alors, ce qui était aussi intéressant, c'est quels étaient les antécédents avant
comment dirais-je, le diagnostic psychiatrique soit de dépression, soit de trouble de l'humeur en général. Et qu'est-ce qui s'est passé avant ce diagnostic-là était prédictif, en tout cas était corrélé à la consommation de cannabis. Alors, l'automutilation l'était. Le fait d'avoir été hospitalisé en psychiatrie l'était aussi, et à la même proportion, c'est-à-dire 60% d'augmentation du risque. Le fait d'avoir, comment dirais-je, été suivi en ambulatoire en psychiatrie l'était aussi à 26%, et le fait d'avoir été aux urgences psychiatriques, donc pour des motifs psychiatriques, l'était aussi à 54%. Donc vous voyez, il y a évidemment une corrélation entre le mal-être et la consommation de cannabis, et ça dans une population qui va déclarer de toute façon ou qui souffre déjà de troubles de l'humeur. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Eh ben, on peut aussi en dire de plus que les toutes causes de mortalité, c'est-à-dire que si on s'intéresse à la mortalité pendant cette période de ce groupe de population de 200 000 personnes souffrant de troubles de l'humeur, eh ben, toute cause de mortalité était bien augmentée dans le groupe cannabis, c'est-à-dire que les personnes qui consommaient du cannabis et qui avaient un trouble de l'humeur étaient beaucoup plus à risque que les personnes qui avaient un trouble de l'humeur mais qui ne consommaient pas de cannabis de mourir dans cette période de 365 jours suite au diagnostic. Donc ça, c'était un hazard ratio de 1,59. Et ils étaient aussi plus à risque de mourir par homicide, de se faire tuer, et là c'était 3,23, donc c'est énorme, une multiplication par 3,23 du risque. Voilà. Donc vous voyez, c'est toutes ces données brutes là que je vous donne, même si elles sont ajustées en fonction d'un certain nombre de biais qu'on peut connaître, elles continuent à abonder dans le sens que le cannabis n'est pas, contrairement à ce que certains voudraient dire, une drogue différente des autres, une drogue différente de l'alcool, du tabac, de l'héroïne, de la cocaïne, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est une drogue. C'est une drogue, et donc c'est un truc qui n'est pas bon pour la santé. Il n'y a vraiment aucune bonne raison de consommer du cannabis. Alors je sais que vous allez avoir des gens dans les commentaires qui vont dire « Oui, mais le cannabis médical, c'est une indication extrêmement, mais j'insiste, extrêmement rarissime. Et avant d'en arriver là, il y a un nombre de stratégies thérapeutiques pour soulager notamment les douleurs ou autres qui est considérable. D'accord ? Je sais aussi que je vais avoir dans les commentaires des gens qui vont me parler du CBD. J'ai fait plein de vidéos sur le CBD, allez les voir. Je ne fais pas du tout partie des gens qui sont contre le CBD. Je suis très content que l'Union européenne remette à sa place la France qui voulait interdire le CBD pour de mauvaises raisons, parce que scientifiquement, on n'a pas de raison d'interdire le CBD. Le CBD, pour rappel, c'est une des molécules qu'il y a dans le cannabis, qui, elle, est probablement la moins mauvaise, peut-être même la meilleure des molécules qu'il y a dans le cannabis, mais qui en aucun cas n'est suffisante pour compenser la catastrophe du THC. C'est une goutte d'eau dans l'océan de catastrophe. Il y a une goutte d'eau positive dans un océan de catastrophe. Bon, donc voilà. En tout cas, le CBD pur, moi j'étais très content que l'Union européenne rappelle alors de la France en disant écoutez, vous n'avez pas de données scientifiques valables pour vouloir interdire cette molécule. Les seules données qu'on a, elles sont plutôt encourageantes dans plusieurs troubles psychiques et neurologiques. Donc voilà. On se calme, on se calme. Donc voilà, il ne faut pas être bête, il faut y avoir un peu de nuance. Donc je vous demande dans les commentaires d'en avoir un petit peu. Je sais que sur ce type de vidéo, c'est compliqué. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Le cannabis, en général, quand vous prenez la globalité, clairement, ça ne va pas dans le bon sens. Mais effectivement, il y a peut-être une molécule à récupérer dans cette plante, qui est le CBD. Vous voyez, nuance. Mais après, il faut aussi accepter les données scientifiques telles qu'elles sont. La réalité, c'est que le cannabis, en l'état actuel de ce qu'il est, en aucun cas, ne peut être considéré comme autre chose qu'une drogue extrêmement nocive pour les individus. Et il n'y a vraiment aucune bonne raison de prendre du cannabis. Aucune. Il n'y en a pas. Voilà, donc, non, moi, je vous conseille de ne pas en prendre. Et je vous dis, si vous en avez besoin, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez besoin de cannabis pour aller bien, c'est que... Mais posez-vous la question de pourquoi. Comment ça fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas bien sans cannabis? Probablement. Et si vous n'allez pas bien sans cannabis, est-ce que vous n'avez vraiment pas d'autre solution? Est-ce que notamment, aller voir votre médecin traitant, aller voir un psychiatre, aller voir un psychologue, demander conseil à des amis, etc., ce ne serait pas mieux que de consommer du cannabis pour aller moins mal?
on peut faire mieux qu'aller moins mal. Voilà, la science a plein d'outils à vous proposer, les docteurs ont plein d'outils à vous proposer. Il y a d'autres options que consommer du cannabis. Voilà, alors moi, je me permettrais juste, par taquinerie, je suis taquin, je m'excuse, de citer la dernière phrase de l'article, hein. Enfin de l'abstract de l'article. These findings should be considered as state contemplate legalizing medical and recreational marijuana, both of which are associated with increased CUD. Alors, en français, ça veut dire ces résultats devraient être considérés au moment où un certain nombre d'États aux États-Unis envisagent la légalisation du cannabis médical et récréationnel, c'est-à-dire du cannabis entre guillemets pour le plaisir, sachant que les deux sont associés à une augmentation du CUD. Le CUD, c'est le Cannabis Use Disorder, c'est-à-dire sont associés à une consommation pathologique, mauvaise pour la santé, pour les gens. Donc à la fois le cannabis médical et le cannabis récréatif sont associés à une augmentation du cannabis use disorder, et le cannabis use disorder, on voit qu'il est associé à plein de choses pas terribles. Plein de choses pas terribles. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche et nous mettre sur toute notification. Hein, la notification, c'est très important. Et à partager et à commenter cette vidéo. Puis moi, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'étais vraiment ravi du live des 30 000 abonnés. Et puis quand on sera à 35 000, j'en ferai un autre. Donc tous les 5 000, je ferai un live. Donc abonnez-vous en masse. On est quasiment déjà à 31 000. Bye.